Nous sommes le 15 janvier 2021. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. L'ancien Premier ministre Pierre Ngenda Ndoungé, assassiné le 15 janvier 1965, était un homme d'État, un vrai patriote. Il a été le bras droit du prince Louis Rwagasore dans la lutte pour l'indépendance du Burundi. On va suivre la lecture d'un politicien. Dans ce journal, on va suivre également la suite des témoignages des victimes des différentes crises qui ont frappé le Burundi. La population burundaise est consciente du danger que constitue la pandémie du Covid-19. Elle respecte spontanément les mesures de prévention prises par le gouvernement. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Le ministère de la fonction publique vient de sortir son bilan de l'année 2020. Dans les projets réalisés, Domine Banyangimbona, ministre de la fonction publique, mentionne un recensement des fonctionnaires effectué dans le but de connaître l'effectif des fonctionnaires ainsi que leur cahier de charge. Domine Banyangimbona mentionne également la politique de gestion comme l'un des projets en cours. Suivez. Dans le domaine de l'administration publique, le ministère continue la mise en œuvre des réformes déjà entamées, comme la politique de gestion de performance dans le secteur public. Et durant le premier semestre, les guichets uniques provinciaux délivraient 2766 passeports, 8520 laissez-passer, 1095 permis de conduire provisoires et 315 permis de conduire définitifs. Dans le but de promouvoir la bonne gouvernance administrative, des contrats de gestion des performances individuelles ont été signés par des cadres et des agents du ministère. Dans le même ordre d'idées et en vue de connaître les effectifs des fonctionnaires et leur cahier de charges, un recensement des fonctionnaires a été réalisé au niveau national. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale, le montage technique de cette politique a été adopté par le Conseil des ministres. Au cours de ce premier semestre, 4 réunions et 2 retraites ont été tenues entre les partenaires sociaux et les techniciens du ministère de la fonction publique et du ministère des Finances pour proposer le montage financier de cette politique. Ce montage a été proposé et transmis aux autorités compétentes pour son analyse au Conseil des ministres. Page droits de l'homme, le nombre des détenus continue d'augmenter dans certains milieux carcéraux du Burundi. C'est ce qui ressort du rapport de la CAD Burundi du mois de décembre 2020. Jean-Claude Niwurumonsi, le chargé du département juridique au sein de cette association, demande au gouvernement du Burundi de veiller protéger la vie des prisonniers, surtout durant cette période de la pandémie du Covid-19. Suivez. Nous avons constaté plusieurs irrégularités et plusieurs violations. Ici, on peut parler des cas de traitement inhumain, dégradant, constitutifs d'actes de torture, la privation, plutôt la détention arbitraire, la problématique liée à la santé des détenus, ainsi que la surpopulation carcérale. En ce qui concerne la détention arbitraire, nous avons constaté qu'il y a toujours des détenus qui ne devraient pas être dans les prisons, mais qui croupissent toujours entre les 4 murs. Je peux parler les cas des détenus acquittés, des cas de détenus qui ont purgé les peines, des cas de détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle il y a longtemps, mais qui aujourd'hui continuent à croupir dans la prison, dans les différents établissements pénitentiaires. En ce qui concerne la santé des détenus, nous nous sommes focalisés surtout dans ce rapport sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans les milieux carcéraux. Et on a constaté que les mesures qui avaient été prises
pour éviter que cette mythe puisse se propager dans les milieux carcéraux ne sont plus respectés. Il y a une négligence avérée. Pour ce qui est de la surpopulation carcérale, nous avons constaté qu'il y a toujours un surnombre de prisonniers par rapport à la capacité d'accueil des prisons. Ici, je peux donner l'exemple de la prison de Bimba qui aujourd'hui regorge plus de 4800 détenus alors qu'il avait une capacité d'accueillir pas plus de 800 détenus. Soit il y a aujourd'hui une augmentation de plus de 600%. Et la prison de Muramvya, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus, a aujourd'hui 836 détenus, soit une augmentation de 836%. Vous comprenez, alors que c'est un nombre considérable que la vie devient très difficile dans les prisons. Nous avons recommandé au gouvernement du Burundi de prendre des mesures adéquates pour éviter pour désengorger les prisons en premier lieu, pour rendre la vie moins difficile dans les milieux carcéraux. Et maintenant, page politique pour poursuivre ce journal. La commission Vérité et Réconciliation est au service du parti CNDD-FDD. Charles Nditije, président de l'UPRONA de l'opposition, dit de ne pas comprendre pourquoi cette commission montre toujours les restes des corps des personnes qui seraient dans seule ethnie, alors que tous les côtés, il y avait eu des massacres. Suivez Charles Nditije. Je n'ai pas été surpris d'entendre qu'il n'y a pas eu de victimes Tutsi en 72 à Rumongue, à Nyanzarak et ailleurs. Alors qu'on sait que dans la nuit du 29 avril, c'est d'abord les Tutsis qui ont été massacrés par les mouléristes qui étaient de mèche avec certains Hutus. Il faut pas le nier, c'est une évidence. Moi, je connais des gens, j'avais 18 ans, je connais des gens qui sont morts. Un docteur qui s'appelait Sibia, le commissaire de la province de Boulou est également mort dans la nuit du Bénin, et d'autres. Et aujourd'hui, on voit que la sévère fait un travail de mémoire discriminative. Il s'évertue à déterrer les restes des corps et estime les tragédies de 1972 et clame haut et fort que ce sont les restes, les ossements des victimes, des seules victimes Hutus. Et quand on voit, par exemple, on entend ce qu'il a dit lors des exhumations des ossements dans la Ruvubu, qu'il ose dire que ce sont les victimes Hutus de 1972, quand on sait qu'en 1993, dans la Ruvubu et au cours de la Ruvubu, ont été enterrés des Tutsis et des victimes des massacres de 1993. Donc, quelque part, on voit que les victimes de 1993, que ce soit dans la Ruvubu, que ce soit Gitega, que ce soit Bukendana, Teza, Abuta, ces victimes-là sont laissées pour compte, ils sont oubliés. Et la sévère ne fait que un travail que je dirais contre-productif pour la réconciliation en falsifiant la vérité et en ravivant les rancœurs et la haine ethnique. Tout sera à refaire quand on sera enfin débarrassé de ce pouvoir criminel. Le président du parti UPRONA de l'opposition estime encore que la sévère piétine les accords d'Arusha. Selon toujours Charles Nditije, cet accord est déjà violé par le pouvoir en place. Suivez encore une fois Charles Nditije. La dynamique de la réconciliation exige qu'un climat politique soit assaini et favorable à un travail de mémoire et de réconciliation politique. Cela n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il y ait la confiance réciproque entre les composantes pour que les uns et les autres puissent témoigner
sans avoir peur d'être poursuivi ou assassiné ou persécuté pour avoir dit la vérité. Et ce mécanisme de justice transitionnelle demande aussi qu'il y ait la volonté politique, notamment celle d'appliquer à la lettre l'accord d'Arusha, notamment en ce qui concerne ces mécanismes de justice transitionnelle. Or, vous savez que le CNDD-FDD n'a jamais cru à l'accord d'Arusha, qu'il vient d'ailleurs d'enterrer avec la nouvelle constitution de juin 2018. Or, dans la loi régissant la sévère, la dimension judiciaire a été complètement occultée, de telle sorte qu'il ne peut pas y avoir de pardon, de réconciliation si la justice ne fonctionne pas. Dans la suite des témoignages des victimes des différentes crises du Burundi qui nous parlent de leur parcours et des leurs qu'ils ont perdu, vous allez suivre aujourd'hui le témoignage de Marie-Thérèse Senamo, veuve d'Anglebert Senamo, ancien gouverneur de la province de Karuzi. Dans cet extrait, elle parle de ceux qui l'ont protégée pour qu'elle ait la vie sauve dans la crise de 93. ingorane nasubiye kugira nayigize hamwe Sylvie Kinigi premier ministre. J'ai eu des problèmes à nouveau lorsque le premier ministre Sylvie Kinigi a annoncé que le pouvoir allait être remis au parti Frodebou. Elle a demandé que l'on dénonce les militaires qui avaient été impliqués dans la crise que le Burundi vivait. J'ai vécu un calvaire. On aurait dit que c'était moi qui remettais le pouvoir entre les mains du Frodebou ou que c'était moi qui venais de mentionner l'armée. Il y avait deux femmes qui avaient comme pour mission m'insulter en permanence, comme si elles étaient désignées pour le faire. Elles n'étaient que deux. Les autres femmes qui se trouvaient là ne m'insultaient pas. Peut-être que parmi elles se trouvaient des femmes qui ne me soutenaient pas, mais au moins elles ne m'ont pas insulté. La femme de Rukeri, elle, est restée à mes côtés. Ainsi donc, je suis resté là. Mais plus tard, j'ai ressenti qu'il voulait que je meure, qu'il voulait se débarrasser de moi. Un policier d'ailleurs m'a dit que c'était difficile que je reste vivante, comme j'avais été témoin de beaucoup de choses et qu'on remettait le pouvoir au Frodebou. Par la grâce de Dieu, un militaire appelé Kararuza, je crois qu'il avait le grade de capitaine à cette époque, Kararuza Athanase est venu avec d'autres militaires bérets rouges à bord d'un véhicule blindé. Ils se sont installés chez le commandant. Il m'a vu, il me connaissait. Il avait étudié au petit séminaire et j'y étais aussi. Je vivais chez les religieuses. De surcroît, Anglebert l'avait enseigné à 9e année. Mais moi, je ne le connaissais pas. À cette époque, même quand on partait pour la prière, on n'était même pas autorisé de regarder en direction des séminaristes. Le lendemain, il est venu une personne armée d'une épée et d'une machette. Il est entré dans la maison où on était. La femme du nom de Clémentine, dans certains parfaits qu'on appelait commissaire, j'ignore dans quel domaine il était commissaire. Cette femme est sortie en criant haut et fort. On va tuer la femme du gouverneur, on va tuer la femme du gouverneur. La femme de Rukeri s'est levée et je me suis caché en dessous d'une table. Le criminel a trouvé la femme de Rukeri debout et d'autres personnes allongées par terre. Kararuza a été le premier à intervenir. Il savait que j'étais en danger. Il a toujours été là pour moi. Il lui a demandé de déposer les armes et l'a même tapé. Il l'a désarmé et l'a mis dehors. Dès cette nuit, Kararuza a ordonné que personne n'a le droit d'entrer dans notre maison, sauf ceux qui y vivaient. Ndetse iryo gihe Kararuza atetse ko yuko nta muntu azasubira kwinjira hariya uretse abahari nta wari ugisohoka nta wari ukinjira muri abo. Rubrique santé à présent, la mobilisation semble générale pour lutter contre la propagation du Covid-19 et la population burundaise y répond favorablement. Mais les autorités tardent à harmoniser les mesures irrelatives au même moment dans le monde. L'heure est au renforcement des mesures alors que les variantes du virus se multiplient. Winnie Nkurunziza. Les premières mesures individuelles concernaient les transporteurs et les voyageurs. Il s'agissait principalement du port de masques.
Les concernés ne se sont pas fait prier. Ils ont en majorité porté le masque comme s'ils n'avaient attendu que le mot d'ordre. La prise de conscience du danger que représente la pandémie est d'autant plus réelle que les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 s'étendent à l'interdiction de se serrer la main ou s'embrasser. De même, la distanciation sociale ainsi que le lavage des mains sont de plus en plus de mise. Néanmoins, l'implication des autorités s'illustre par un certain désordre. Certains administratifs prennent en effet les décisions unilatérales. Le dernier exemple est celui de la province Karusi, où le gouverneur a décrété l'ordre de sanctionner les embrassades, salutations par la main ou l'absence de dispositifs d'hygiène dans les sites publics. Le même texte fixe même les montants des amendes y relatives. Ailleurs, la situation est plus préoccupante que jamais, avec le virus qui n'arrête pas de se ramifier, car une troisième souche vient d'être découverte en Amazonie brésilienne. La révélation a été faite par des experts de l'OMS en conclave à Wuhan, en Chine, le lieu d'origine présumé du nouveau coronavirus. Cette souche vient s'ajouter aux deux autres qui font rage au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Ces différentes variantes viennent s'ajouter à une situation extrêmement alarmante. Certains pays sont en train de renforcer les mesures de lutte contre le Covid-19, comme en France, ou le couvre-feu fixé à 18 heures sur tout le territoire, ou encore le reconfinement au Portugal, tandis que tous les pays de l'Union européenne multiplient les directives pour une vaccination massive. Par ailleurs, en plus des vaccins Pfizer et Moderna qui se généralisent, certains pays se tournent vers d'autres vaccins, à l'instar de la Turquie qui compte utiliser le vaccin chinois. Ce branle-bas de combat général est d'autant plus justifié que l'OMS a déclaré que la situation risque de s'empirer en 2021. Merci beaucoup, Winnie Nkurunziza. Retournons sur la page politique pour clore ce journal. Il y a 45 ans, jour pour jour, l'ancien Premier ministre Pierre Ngendandumwe a été tué dans des circonstances non encore élucidées. Pour le politicien Alphonse Rugambarara, le Burundi a perdu l'un de ceux qui a incarné l'idéologie du prince Louis Rwagasore qui transcendait les divisions ethniques. Pierre Ngendandumwe n'était ni Hutu ni Tutsi. Il était au-dessus de la mêlée. Alphonse Rugambarara. C'est effectivement intéressant que les Burundis puissent connaître Ngendandumwe. Il y a très peu de gens qui le connaissent et pourtant ça a été une figure extrêmement importante dans la lutte pour l'indépendance au Burundi. Il est parmi d'abord les premiers universitaires de Burundi, je crois parmi les 3 premiers universitaires, après Rwagasore, Birori et lui-même. Et puis d'autres ont suivi, comme Dr Masumbuko et d'autres. Mais c'était un homme très brillant, très intelligent, et qui a tout de suite suivi Rwagasore un peu avant l'indépendance et après la victoire du parti UPRONA. Il a suivi Rwagasore en ce sens que, pour vous montrer quelle importance Rwagasore attachait en lui, il l'a choisi d'abord comme vice-premier ministre dans son premier gouvernement. Et après la victoire du 18 septembre 1960, il est allé avec le prince Rwagasore et le Mwami Mwambutsa IV. Les 3 personnes sont allées voir Harwa dans ses bureaux, qui sont d'ailleurs c'est le grand bureau que vous connaissez à Bujumbura, et où ils ont présenté leur victoire et le gouvernement qui allait suivre. Et c'est pour vous montrer quelle importance il avait à ce moment-là. Et il aurait pu être Premier ministre directement après l'assassinat de Rwagasore, mais des tractations au sein du parti UPRONA au niveau de la couronne lui ont préféré Muhirwa pour des raisons familiales. Mais le gouvernement Muhirwa n'a pas fait longtemps et le Mwami a dû s'orienter vers la désignation de Pierre Ngendandumwe pour former le gouvernement suivant, c'est-à-dire le 3e gouvernement de la République, du Royaume du Burundi à ce moment-là. Malheureusement, son gouvernement arrive alors qu'il y a déjà des tensions au sein du parti UPRONA,
Il y a des tendances qu'on appelle Casablanca-Moronvia qui sont là. Et Ngendandumwe que l'on place au niveau de la tendance Moronvia, mais il ne s'est pas véritablement comporté comme un militant de la tendance Moronvia, parce qu'en étant Premier ministre, il s'est vraiment placé au-dessus de ces deux tendances. Ce qui l'a amené à travailler avec le président Bamina, qui était le président du parti UPRONA, pour mettre en place une série de dialogues qu'on a appelés les colloques de Gitega. Et ces colloques-là ont réuni tout ce qu'il y avait de personnages importants à cette époque-là, les députés, les ministres, les hauts fonctionnaires, pour essayer de résoudre ce problème de Casablanca-Moronvia. Autre chose qu'il faut retenir, c'est les tensions qu'il y a eu entre le Rwanda et le Burundi suite à l'invasion, ou plutôt la guerre des Inyenzi contre la République du Rwanda. On a beaucoup tendance avec la littérature de chez nous et les divisions de chez nous, de placer Ngendandumwe dans le camp de ce que moi j'appelle les Houtisans. Non, pas du tout. C'était un vrai nationaliste et qui n'était pas d'accord avec la politique qui était menée au Rwanda. Et il a écrit plusieurs télégrammes aux Nations Unies et au président du Rwanda pour protester vis-à-vis de l'attitude du Rwanda face à sa population d'abord et à la population burundaise aussi. Et donc ça, c'est des faits que peu de gens connaissent, mais les écrits sont là, les paroles de Ngendandumwe sont là. C'est sur cette lecture d'Alphonse Lugambarara que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.